Certaines erreurs ont le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Saviez-vous qu'une simple clé aurait pu sauver le Titanic de son triste destin? Cette clé était celle du casier situé dans le nid de Pi, et où se trouvaient les jumelles qui auraient dû permettre aux vigies à repérer l'iceberg à temps. Et ce n'est pas tout. Cette clé n'était même pas à bord du navire lorsqu'il a pris la mer. Le second officier l'avait emporté en quittant le bateau à la dernière minute. On raconte que l'officier en question aurait oublié de remettre la clé à son remplaçant dans sa hâte de débarquer. Ainsi, lorsque les vigies eurent désespérément besoin de jumelles, elles restèrent hors de portée. Fred Fleet, présent cette nuit-là, a même déclaré que s'ils avaient eu des jumelles, ils auraient pu repérer l'iceberg. Et lorsqu'on lui a demandé si cela aurait été suffisant pour sauver le navire et ses passagers, il a répondu sans hésiter par l'affirmative. En 2015, des commissaires-priseurs ont mis la main sur cette clé et l'ont présentée comme l'un des artefacts les plus importants du Titanic. Ils étaient convaincus qu'elle aurait pu sauver le navire. Le second officier, David Blair, l'avait gardée en souvenir et transmise à sa fille, Nancy. Lorsqu'elle fut mise aux enchères, son prix dépassa les 80 000 $. Blair était lui-même un héros, semble-t-il. 1 an après la catastrophe du Titanic, il a reçu une médaille de bravoure pour avoir sauvé un membre d'équipage tombé à la mer, alors qu'il se trouvait à bord du paquebot Majestic. Il a peut-être oublié une clé, mais il n'a pas oublié d'être courageux quand il a fallu sauver une vie. L'histoire suivante est à la fois drôle et tragique. Il s'agit de la perte de la sonde Mars Climate Orbiter de la NASA, d'une valeur de 125 millions de $. Les ingénieurs de cet engin spatial ont omis de convertir les mesures anglaises en mesures métriques avant son lancement, et ils l'ont perdu. L'équipe de navigation du Jet Propulsion Laboratory utilisait le système métrique, tandis que Lockheed Martin Astronautics, à Denver, utilisait le système anglais avec pouces, pieds et livres. Les ingénieurs du JPL ont confondu les accélérations mesurées en unités anglaises avec une mesure métrique de la force appelée Newton seconde. Le pire, c'est qu'aucune des procédures de contrôle qualité du JPL n'a détecté l'erreur au cours des 9 mois qu'il a fallu à la sonde pour parcourir les 742 millions de kilomètres qui la séparèrent de Mars. Comment ont-ils pu ignorer cette erreur pendant si longtemps? Ces mauvais calculs ont suffi à faire dévier la sonde de sa trajectoire, au point qu'elle est entrée trop profondément dans l'atmosphère martienne et a été détruite dès son entrée dans l'orbite de la planète rouge. Il y avait vraiment de quoi être embarrassé. Dans toute l'histoire de l'exploration spatiale, on ne trouve pas d'autre exemple de perte aussi importante due à une confusion entre les différents systèmes de mesure. Avez-vous déjà entendu parler de l'erreur mathématique qui a conduit à la découverte du Nouveau Monde? Attention, cela concerne un certain Christophe Colomb et un très gros globe. En 1492, Christophe Colomb quitta l'Espagne avec pour mission de trouver une nouvelle route commerciale vers l'Asie. Il était convaincu qu'il se trouvait à moins de 4100 km du Japon et qu'en naviguant un peu plus, il pourrait atteindre les Indes et toutes leurs savoureuses épices. Le seul problème, c'est que Colomb s'est un peu trompé dans ses calculs. En fait, il s'est complètement trompé. Il a fait une erreur dans son estimation de la taille du globe. Il pensait que la Terre était bien plus petite qu'elle ne l'est en réalité. Je sais ce que vous vous dites. Colomb devait avoir peu de tombées une fois arrivé au bout du monde. Contrairement aux idées reçues, Christophe Colomb et son équipage savaient que la Terre était ronde, tout comme les Grecs de l'Antiquité 2 millénaires plus tôt. Ce qui les inquiétait, ce n'était pas de tomber, mais d'avoir à traverser un océan d'une taille incommensurable. Et Christophe Colomb ne savait pas qu'il existait une masse continentale inconnue entre l'Espagne et l'Asie. Après des semaines en mer, Colomb atteignit enfin les Caraïbes. Croyant avoir débarqué aux abords de l'Asie, il baptisa ces îles les Indes occidentales. Il poursuivit ensuite son exploration des Caraïbes et de la côte nord de l'Amérique du Sud. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Bien que Christophe Colomb ait affirmé jusqu'à son dernier jour qu'il avait bien atteint l'Asie, un autre explorateur italien, Amerigo Vespucci,
cartographia la côte orientale de l'Amérique du Sud jusqu'au Brésil et prouva de manière irréfutable que Christophe Colomb avait en fait découvert un tout nouveau monde. Un cartographe allemand, en examinant les cartes d'Amérigo, donna à cette nouvelle masse continentale le nom d'Amérique. Et comme ces cartes étaient très populaires à l'époque, le nom est resté. Un homme nommé Alexander Fleming est tombé par hasard sur l'une des découvertes médicales les plus importantes de tous les temps. À un moment de sa carrière, Fleming constata que de nombreuses personnes mourraient d'infections incontrôlables. On utilisait des antiseptiques contre ces infections, mais ils faisaient le plus souvent plus de mal que de bien. En 1922, alors qu'il était enrhumé, Fleming transféra un peu de son écoulement nasal dans une boîte de pétri qu'il laissa sur son bureau en désordre. Lorsqu'il le réexamina quelques semaines plus tard, il découvrit une enzyme avec des propriétés antimicrobiennes. En 1928, Fleming laissa une boîte de pétri ouverte près d'une fenêtre et il fit une découverte qui allait changer le monde. La boîte était contaminée par des spores de champignons. En les examinant au microscope, il découvrit que les bactéries situées à proximité du champignon étaient en train de mourir. Il réussit à isoler le champignon et découvrit qu'il était efficace contre de nombreux agents pathogènes. C'est ainsi que la pénicilline naquit. Comme le dit Fleming lui-même, « Je n'ai pas découvert la pénicilline, c'est la nature qui l'a fait. Je me suis trouvé au bon endroit, au bon moment. Quel coup de chance !» Au début des années 1520, la côte est des États-Unis d'Amérique était un grand mystère qui attendait d'être résolu. Les Espagnols avaient trouvé la Floride, les Anglais et les Portugais avaient trouvé Terre-Neuve, mais la région intermédiaire était encore absolument inconnue. La France décida d'agir et envoya une expédition pour explorer la région. Elle choisit un certain Giovanni da Verrazzano pour diriger la mission. Pour cette expédition, il disposait de 4 navires. Malheureusement, 2 d'entre eux firent naufrage et le 3e rentra après avoir conclu des affaires sur la côte espagnole. Seul le navire amiral, la Dauphine, traversa l'Atlantique avec Verrazzano et ses 50 hommes d'équipage. Verrazzano partit de Madère et débarqua au Cap Fear. De là, il navigua vers le sud mais, un peu effrayé à l'idée de rencontrer les Espagnols, il refit route vers le nord de Charleston. Il jeta l'ancre non loin de son lieu de débarquement initial, mais contrairement à d'autres explorateurs, il préféra demeurer loin de la côte. Il envoya un bateau sur le rivage et rencontra les indigènes. Il décrivit ceux-ci comme ne portant que quelques peaux d'animaux sur le corps et des guirlandes de plumes d'oiseaux. En naviguant le long de la côte, Verrazzano atteignit les Outer Banks de Caroline du Nord. Il pensait être en train de découvrir les eaux du Pacifique. En réalité, il était tombé sur la baie de Pamlico. Il pensait que l'Amérique du Nord n'était qu'une longue bande de terre extrêmement étroite. Cette erreur conduisit les cartographes à représenter l'Amérique du Nord comme 2 entités distinctes. En poursuivant sa route, Verrazzano atteignit un endroit magnifique qu'il appela Arcadie. Probablement Kitty Hawk, en Caroline du Nord. En naviguant plus au nord, il manqua les embouchures des baies de Chesapeake et de la Delaware, car il choisit de naviguer loin du littoral jusqu'au New Jersey. C'est alors que survint l'événement tant attendu. Verrazzano découvrit le port de New York et jeta l'ancre immédiatement. Plus tard, on donna son nom au pont qui traverse ce détroit, le pont Verrazzano-Narrows. Dès que la baie mère de Verrazzano apparut sur la carte, elle fut largement acceptée et elle influença de nombreux explorateurs. Par exemple, Henry Hudson chercha un passage vers le Pacifique dans les latitudes moyennes du continent. Mais il ne trouva pas cet océan près de la Virginie. Et le mythe cartographique finit par s'estomper. Il est amusant de penser qu'une croyance erronée a pu avoir un tel impact sur l'histoire.